Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un projet de réalité augmentée. Ceci est un casque de réalité augmentée. Ce projet s'appelle Ironman. C'est un projet qu'on a réalisé chez ELM Leblanc, filiale de Bosch, avec Carnot sur la partie digitale, Carnot TSN. Et donc le projet, c'est l'opérateur augmenté au cœur de l'usine de demain, ou au cœur de l'industrie de demain. L'idée, c'est qu'on se serve d'un logiciel qu'on a conçu ensemble avec 3 laboratoires de recherche pour créer des instructions et être capable de former des opérateurs directement sur les chaînes de production. Ah, ça y est. Alors, je vais en quelques mots me présenter. Donc, Emmanuel Bricard, j'ai 41 ans. J'ai eu la chance d'avoir un père fan de science-fiction et qui m'a transmis cette passion-là. Alors je pense que c'est une chance aujourd'hui parce que j'utilise tout un tas de technologies qui n'existaient pas quand j'étais jeune, que je lisais dans des livres et que j'ai la chance de proposer à mes clients dans les différentes solutions qu'on fait, comme la réalité augmentée par exemple. La science-fiction, c'est anticiper l'impact sur la société d'une technologie qui n'existe pas encore. Donc c'est pas du tout Star Wars où on se tire dessus avec des pistolets laser, etc. C'est plus se dire quelles sont les technologies qui vont changer le monde demain, après-demain, et comment ils vont impacter les individus, vous, moi, individuellement, les sociétés ou la société dans son ensemble. Ce que je trouve super intéressant pour se projeter dans ce monde qui change de plus en plus vite, où les vagues de techno qui arrivent déferlent de plus en plus rapidement et changent profondément notre manière de vivre au quotidien et notre manière de travailler. Les attentes de mes enfants demain et leur mode de fonctionnement dans leur travail, qui n'existe probablement pas aujourd'hui, seront complètement différentes des miennes et de mes mécanismes de fonctionnement que j'ai aujourd'hui. Et mes propres fonctionnements que j'ai aujourd'hui seront certainement différents dans 10 ans et dans 30 ans. Quelque part, la science-fiction, c'est une sorte d'initiation à cette idée de toujours se projeter en essayant un peu d'anticiper ce qui va façonner la société de demain autour des technologies. Et on est dans une société quand même basée sur la science, de plus en plus. Donc voilà, je remercie mon père pour ça, parce que c'est quelque chose qui m'est utile au quotidien, au-delà de la passion que ça représente. Je suis un ancien développeur, donc j'ai commencé quand je suis rentré chez ELM Leblanc en tant que jeune stagiaire. J'étais en première année d'école d'ingé, j'ai codé dans tout un tas de langages. Quand j'ai eu la chance d'être embauché, j'ai été chef de projet développeur et je considère que c'est une chance, là encore, de pouvoir, avec ma culture du digital et la capacité à faire les choses, avoir cette autonomie pour changer l'outil de tel ou tel service en interne. Un des moments les plus gratifiants que j'ai connus dans ma vie, ça a été quand on a donné une solution à 300 techniciens de maintenance. Alors on avait bossé comme des fous avec mon équipe pour mettre ça en place, mais on a amélioré le quotidien de 300 personnes, chacun de leur jour, parce qu'on a cravaché à 3 comme des fous pendant un été. Eux, ils ont changé d'époque, entre guillemets. Et en plus de ça, quelque part, ça a aussi facilité, c'était en 2013 qu'on leur a donné des tablettes. Avant, ils avaient des PDA, c'était déjà une étape innovante quand on les a donné. Mais en 2013, on les a fait passer à des tablettes, nos 300 techniciens de maintenance. Et je crois beaucoup dans ce rôle de l'IT, d'améliorer le quotidien, parce qu'on leur a donné un outil qui était plus agréable à utiliser. Alors, pour des choses toutes bêtes, l'écran, il faisait 10 pouces. C'est-à-dire que ceux qui avaient des problèmes de vue, ils n'étaient pas le nez collé à un petit écran qui faisait 3,2 pouces avant. Ça paraît rien, mais au quotidien, ça leur a changé la vie. C'était plus agréable. Et au-delà de ça, il y a aussi un aspect, alors vous allez voir, je vois beaucoup de missions dans mon rôle d'informaticien, mais un aspect presque social. On a développé leur aisance vis-à-vis du digital. J'avais fait un sondage à l'époque, quand on a donné ces fameuses tablettes, il n'y avait que 50% d'entre eux, donc en 2013, qui avaient à titre personnel des tablettes ou des smartphones, ou professionnels, mais à titre professionnel, à l'époque, ils n'en avaient pas. Et du coup, il y en avait plein qui n'étaient pas du tout à l'aise avec Internet. Aujourd'hui, comment on fait pour payer ses impôts si on n'est pas à l'aise avec Internet? Et en fait, en apportant un outil comme ça dans l'entreprise,
on les a aidés à développer cette culture du digital, parce que pour moi, le numérique, c'est avant tout la transformation numérique, comme on l'appelle, c'est avant tout une culture du numérique. Cette aisance à ne pas avoir peur d'appuyer sur un bouton, voilà, que certains, comme ma mère, n'ont pas. Et ça les bloque dans plein de choses dans leur vie. À cette époque, quand on a donné les 300 tablettes aux techniciens de maintenance, non seulement on a donné un outil qui était meilleur que le PDA qui remplaçait, mais en plus de ça, meilleur, plus agréable pour eux, qui permettait plus de choses. On est passé d'un outil monotâche à une tablette multitâche avec les mails en plus de leur outil métier, et puis tout un tas de fonctions en plus pour eux et pour les clients. Donc on était vraiment satisfaits de ça, et eux aussi, dans tout un tas de sondages qu'on a fait après. Mais au-delà de ça, on les a aidés à les ancrer dans l'air du temps, entre guillemets, et les préparer à ce qu'allait venir. Plus de digital dans leur vie pro, mais aussi personnelle. Alors pourquoi je parle de ça? C'est que, on y viendra tout à l'heure, mais ce casque de réalité augmentée, Tim Cook, le patron d'Apple, l'a dit il n'y a pas longtemps, la réalité augmentée est une des rares technologies qu'on peut porter tout le temps avec soi, et qu'on portera tout le temps avec soi probablement à l'avenir. Comme aujourd'hui, un autre truc que vous avez tous en poche, votre smartphone. Et ça veut dire que ça risque, alors évidemment pas sous cette forme-là qui pèse 500 grammes et qui est un peu intrusive, hein, on est d'accord, peut-être sous forme de lentilles de contact connectées, peut-être sous forme de lunettes connectées. Dans la salle, il y en a une minorité qui n'ont pas de lunettes. Peut-être que malheureusement vous aurez à subir aussi ça. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui seront amenées à généraliser. J'y viens après. Bref, ancien développeur, et pour moi l'IT c'est vraiment une mission d'améliorer le quotidien de mes clients. C'est pas que des Mac ou des PC qui bug et on s'énerve quand il y a des problèmes, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous, enfin des outils qu'on utilise tous, et on a un peu super pouvoir quand on est développeur de pouvoir améliorer le quotidien des autres, et je trouve ça super gratifiant. Enfin, je pense que ça transparaît un peu. J'adore les nouvelles techno, donc tous les matins, en prenant le café, je vais lire un certain nombre de blogs pour voir quels sont les derniers articles intéressants sur des publications de recherche, sur des nouveaux prototypes de casques ou peu importe quoi. Tout ce qui tourne autour du digital, mais aussi la voiture connectée, de tout un tas de sujets, de l'intelligence artificielle, enfin plein de sujets qui sont en train de changer la société, qui m'intéressent. Avec toujours cette optique, ça nourrit, et au-delà de ça, je me pose toujours la question en quoi ça pourrait être utile pour mes clients internes ou externes, par exemple. Voilà. Alors, donc je fais partie de ELM Leblanc, filiale française du groupe Bosch, le groupe allemand. Donc ELM Leblanc, on est un des noms les plus connus en France. C'est une maison du chauffage réputée. On conçoit, on fabrique et on maintient des appareils de chauffage. Des chauffe-eau-chauffe-bain, des chaudières. Et comme on fait partie de la maison Bosch, dans la marque Bosch, on trouve aussi des appareils qui vont être des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation, de ventilation, à la fois pour l'habitat, mais aussi pour le marché industriel, donc typiquement pour chauffer un bâtiment comme celui-ci, ou un hôpital, enfin voilà, des choses façon chaudière qui bloquent l'autoroute, qu'on voit exceptionnelles, quoi. Donc on a une gamme de produits très large, et ELM Leblanc en France, c'est deux usines, une à Drancy au nord-est de Paris, et une à Saint-Égonec dans le Finistère, et dont on est fier, avec chacune un laboratoire de R&D. Donc évidemment, moi, ce qui me lève le matin depuis 18 ans maintenant que j'ai rejoint ELM, c'est de défendre nos usines françaises. Dans le contexte environnemental actuel, j'espère que la plupart dans cette salle, vous êtes convaincus que si on fabrique en France, c'est fait de manière plus propre, parce qu'on a quand même des normes environnementales et sociales extrêmement exigeantes par rapport à ce qu'on fait si on traverse la Méditerranée ou évidemment plus loin, en Inde, en Chine, au Bangladesh, etc. Donc c'est plus propre. En plus, si on fabrique localement, au-delà de la manière de faire et de traiter les collaborateurs, qu'on paye en plus beaucoup mieux qu'ailleurs, donc c'est-à-dire c'est les gens aussi qui vont pouvoir vivre leur famille, payer des études, etc. Quand on soutient l'industrie locale, ça permet de développer l'économie. C'est des usines qui participent à l'économie réelle, qui vont participer aussi à payer des impôts, etc., qui vont donner à notre écosystème français plus de moyens. C'est aussi bête que ça. Donc tout ce que vous achetez, qui est vraiment made in France, ça a aussi une utilité sociale. Et puis, quand on achète local, ça évite aussi d'avoir des conteneurs qui viennent du bout du monde.
Alors particulièrement, c'est en plus intéressant en ce moment avec cette pénurie de conteneurs qui touche le monde entier, mais au-delà de ça, évidemment, d'un point de vue écologique, c'est une évidence, c'est utile. Voilà, donc moi, ce qui m'a toujours levé le matin depuis toutes ces années chez Bosch, chez Leblanc, c'est défendre ces sites-là, parce que on est quand même dans un monde ultra concurrentiel, et on est un pays high cost, comme les Allemands nous voient, mais l'Allemagne aussi, mais l'Allemagne chez Bosch, c'est l'Allemagne, on n'y touche pas, c'est particulier, et ce que je peux comprendre, c'est un groupe allemand à l'origine. Donc quand ils se posent la question de où est-ce qu'ils vont investir demain, évidemment que la France fait partie des pays compliqués, parce que les Français, tout va bien en Europe, ils ont des taux de chômage plutôt bas, mais ils mettent des gilets jaunes et ils font cramer l'Arc de Triomphe. Enfin, c'est un peu bizarre comme peuple, qu'on a du mal à les comprendre quand même, hein. Donc on n'a pas trop envie d'investir dans ce pays un peu bizarre, parce que c'est ça que ça veut dire, hein. L'image à l'international qu'on renvoie quand on fait ce genre de choses, c'est exactement ça que ça veut dire. Ou quand on a les banlieues en feu, ou que les voitures crament tous les premiers de l'an, c'est évidemment incompréhensible pour des Allemands, selon quoi ils n'ont pas forcément tort. C'est un pays cher, parce que, encore une fois, forcément, on a des normes de vie, des normes sociales qui sont chères. Donc, ça veut dire qu'on a des charges patronales, etc., qui sont chères, et que fabriquer en France, ça coûte plus cher qu'ailleurs. Heureusement, on a aussi tout un tas d'atouts. Là, je ne le mets pas, mais dans notre division, Bosch Thermotechnologies, on a une grosse usine en Turquie. Et donc la Turquie, c'est pas mal parce que c'est pas loin de l'Europe, c'est même aux portes de l'Europe, et ça coûte pas cher. Sauf les ingénieurs qui coûtent aussi cher qu'en France, voire plus cher parce qu'ils sont rares, mais la main-d'œuvre pour assembler des chaudières au hasard, par exemple, est pas chère. Donc là-bas, on a une usine qui, tous les ans, faisait plus 100 000 chaudières, alors que l'usine de Drancy, pour vous ayez une échelle, fait 100 000 chaudières par an. Donc c'est un peu plus gros. Bon, ils travaillent la nuit, voilà, plus que nous. Et dans des conditions différentes et avec des salaires évidemment beaucoup plus bas. Et puis, il y a eu un coup d'État en Turquie. Coup d'État militaire qui a avorté, mais coup d'État quand même. Et là, soudainement, la France, qui était un pays un peu bizarre, avec voilà, des feux d'artifice régulièrement, des gens qui protestent et tout, c'est devenu quand même un pays stable par rapport à un coup d'État militaire où il y a eu des morts et où si le pouvoir avait été renversé, si les militaires avaient réussi, ça aurait été peut-être une histoire différente pour ensuite avoir de la stabilité dans les usines, pour ensuite inonder l'Europe de produits qui sont fabriqués là-bas. Donc on a quand même pas mal d'atouts en France. Il y en a un autre que je citerai évidemment, c'est la qualité de notre recherche et développement. On a des labos de recherche réputés dans le monde entier et des écoles d'ingénieurs qui sont réputées aussi dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir dans les GAFAM, dans toutes ces boîtes américaines, high-tech, le nombre de Français qu'il y a à des postes clés. Donc on a pas mal d'atouts. On est dans un monde, alors il y a plein d'acronymes pour le décrire. Il y a le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Le dernier à la mode que j'ai découvert la semaine dernière, c'est le monde banni, c'est le monde d'après le Covid, où c'est fragile, c'est inquiétant, c'est le monde complètement incompréhensible d'après le monde du Covid. Bon, je suis pas forcément d'accord avec le terme incompréhensible, mais peu importe. Quand on creuse, il y a pas mal de choses qui s'expliquent sur les grandes tendances de fond. Mais dans tous les cas, quand on regarde la première image en haut à gauche, l'élection de Trump et l'élection de Macron, un an avant, personne n'aurait donné ce résultat-là, ni pour Trump ni pour Macron. Le Brexit, c'est un changement quand même fondamental qui a des impacts business évidents. Alors nous, on fabriquait dans notre usine de Saint-Égonec, je dis bien on fabriquait des ballons en inox, donc on les fabrique en Europe, donc des coûts en euros, et puis on les vendait sur le marché anglais. Quand la livre s'effondre et qu'on fabrique en euros, on n'est plus du tout compétitif. Donc on a arrêté cette activité-là. Et c'est le genre d'impact qu'il va y avoir dans notre business sur des événements géopolitiques qui peuvent paraître stratosphériques, très lointains, etc., mais qui vont, pour beaucoup d'entreprises, changer le quotidien, changer le chiffre d'affaires, changer les moyens d'investissement qu'on a, changer l'attractivité, changer tout un tas de paramètres. Donc on est bien obligé de faire avec. Le changement climatique, évidemment, on est plus que jamais, et je pense qu'avec le Covid, on s'est encore plus rendu compte de l'urgence qu'il y avait, ne serait-ce que de voir sur les cartes l'impact de l'arrêt de l'activité sur le réchauffement climatique et sur les zones de pollution, etc. En Chine, où soudainement il n'y avait plus de pollution au-dessus des grandes villes pendant quelques mois, c'était un peu surréaliste, ça fait réfléchir, ça fait prendre du recul.
Le Dieselgate que je connais plutôt bien, puisque Bosch, c'est 60% l'automobile. On est dans tout un tas d'activités. Hein. Vous connaissez forcément les marques de ce qu'on appelle le gros électroménager, le blanc, les lave-linges, les lave-vaisselle, etc. Ou les outils de jardin Bosch. Mais Bosch, avant tout, c'est l'électronique embarquée dans l'automobile. L'ABS, l'ESP, etc., c'est du Bosch. Les essuie-glaces de la pub Carglass, c'est du Bosch. Et il y a tout un tas de calculateurs qui sont faits par Bosch, y compris dans les usines européennes d'ailleurs. C'est une des choses que j'aime dans ce groupe, c'est qu'on a quand même 280 usines, dont la plupart sont encore en Occident. Et donc, dans ce monde de l'automobile, il faut à peu près 7 fois moins de personnes pour faire une voiture électrique que pour faire une voiture diesel. Et 4 fois moins par rapport à une voiture essence. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des gens ? C'est-à-dire que quand on a investi des dizaines d'années dans de la formation, dans des compétences, dans des centres de développement, dans des chaînes de production qui savent faire des injecteurs diesel au hasard, si on pense à l'usine de Rodez en France, de Bosch, qui fait des ingénieurs diesel, des injecteurs diesel, pardon, on ne peut pas les faire demain des pièces de moteur électrique, d'abord parce qu'il faut beaucoup moins de gens pour faire des pièces, et ensuite parce que ça n'a rien à voir, c'est un autre monde, c'est pas un sujet proche, ça n'a rien à voir. J'ai donné quelques exemples. Hein. La Tesla Model 3 aux États-Unis en 2018, soudainement, elle arrive sur le marché et elle se vend autant que toutes les berlines Mercedes réunies. Enfin, elle se vend même plus. Vous voyez la courbe, c'est celle du haut là, à droite, la courbe jaune. Elle se vend plus que toutes les berlines Audi réunies, que toutes les berlines BMW réunies. Et ça, c'était en 2018. En octobre de cette année, c'était la voiture, je pense que vous l'avez tous entendu à la radio, la plus vendue d'Europe. Et c'est un choc pour 2 raisons. Parce que c'est la première voiture électrique qui est en tête des ventes en Europe, mais qu'en plus, c'est la première fois qu'une voiture, qui en plus dans ce cas-là vient de Chine, fabriquée hors d'Europe, est en tête des ventes en Europe, devant la Clio et devant la Golf. Autrement dit, là, tous les constructeurs et leurs fournisseurs, ils sont comme ça. Le changement va très vite. L'iPhone, c'est 2007. L'iPad, c'est 2010. 4 ans plus tard, chez nous, la moitié des collaborateurs étaient équipés de tablettes. Alors, pas des iPads, mais de tablettes. 4 ans plus tard. Sachant qu'en général, en plus, dans les entreprises, l'adoption des nouvelles technologies et de tous les nouveaux outils associés sont en général beaucoup plus longues dans le monde personnel. Donc voilà, juste quelques exemples pour dire qu'on est dans un monde de plus en plus compliqué. Et les problématiques qu'il y a derrière, c'est... Quand on se rend compte, et notamment avec le Covid, on s'est rendu compte à quel point l'industrie est vitale, parce que si on ne peut plus fabriquer de masques, et si jamais ceux qui en fabriquent ne peuvent plus nous en livrer, on ne peut plus se protéger. Pareil pour les vaccins, pareil pour les médicaments, pareil pour demain, si on n'a pas de quoi avoir des batteries pour nos voitures électriques, on n'a plus de voitures. Ça va devenir compliqué. Et en plus, si on veut réduire la pollution, il faut produire localement. J'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a des sujets, il y a des filières en France qui sont en train de renaître, notamment le textile, qui sont en train de renaître complètement, et c'est assez passionnant et excitant de voir qu'il y a des choses qui se réindustrialisent, qui reviennent chez nous. Il y a d'autres domaines, notamment l'électronique, où c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'électronique, c'est pas juste assembler des pièces, c'est qu'il y a tout un écosystème de fournisseurs, et leur écosystème de fournisseurs autour, qui produisent les composants, qui produisent les écrans, les mémoires, les puces, etc. Et c'est à chaque fois des investissements X dizaines ou centaines de milliards pour avoir cet écosystème qui arrive. Donc c'est un peu compliqué. Même si là-dedans, on a encore des billes avec ST Micro, la société franco-italienne, dont on parle trop peu d'ailleurs, parce que c'est une super boîte, et en plus, on est à la pointe là-dedans. Mais voilà, ce monde est compliqué, et la grande question, c'est comment on arrive à adapter nos savoir-faire, nos industries, pour répondre à ce monde compliqué, c'est-à-dire s'adapter assez rapidement pour être capable d'évoluer et d'être résilient. La résilience, c'est la capacité à absorber un choc et à s'y remettre, à se remettre et à continuer à évoluer, voire à grandir derrière. Et donc, comment on fait dans ce contexte-là, surtout quand, en plus, on est vu comme un pays à high cost. Je parlais tout à l'heure de nos écoles d'ingénieurs, de la qualité de notre recherche, donc je vais vous parler d'un projet, évidemment, qui est lié à tout ça. Alors, pardon. Voilà. On arrive à l'usine de Drancy, donc qui assemble 100 000 chaudières par an. On a une activité saisonnière, c'est-à-dire que l'hiver, quand il fait froid,
et qui commence quand il fait froid et qui se termine quand il fait moins froid, on a ce qu'on appelle la saison de chauffe, c'est-à-dire que c'est soudainement là où vous, moi, vous avez une chaudière. En général, vous n'êtes pas fan de votre chaudière, je ne connais pas de passionnés de chaudière, à part peut-être quelques-uns dans notre laboratoire chez nous, mais globalement, ça n'intéresse pas forcément les foules. Par contre, si elle est en panne l'hiver, là, vous vous y êtes intéressé beaucoup plus, et il faut la changer pour hier. Si vous ne pouvez plus prendre de bain ou vous chauffer, ça devient très vite compliqué, surtout pour le chauffage. Donc l'hiver, on produit plus de chaudières. Alors on en produit plus déjà pendant tout l'été pour accumuler des stocks, pour se préparer à cette période. Mais dans ce monde de plus en plus compliqué, on va avoir une chaudière A et puis finalement tout le monde voudra la B parce que par rapport à tout un tas d'aides d'État qui ont changé entre-temps, il faudra livrer la B, parce que par rapport à votre typologie de profil, d'habitat, etc., finalement vous êtes enclin encore à prendre un autre modèle qu'on avait qu'en petite série parce que l'année d'avant elle n'était absolument pas demandée, etc. Les tendances changent très vite et derrière, on a des outils industriels, je ne parle pas de nous, mais l'industrie en général, est fondée sur des principes qui étaient l'optimisation, l'amélioration continue, qui sont tout à fait valides, qui sont tout à fait sains. On s'améliorait tout le temps, dans un environnement stable. Donc c'était au top, on était de plus en plus optimisé. Au point que les grossistes n'avaient plus de stock, parce que ça coûte cher le stock. Les entreprises n'avaient de moins en moins de stocks de composants parce que de toute façon, le fournisseur il allait livrer les stocks de composants dans les délais parce que tout allait bien. Et puis maintenant, comme rien va bien, on a des arrêts de chaîne toutes les 2 semaines parce qu'il nous manque une pompe, parce qu'il nous manque un circulateur, parce qu'il nous manque un câble électrique à 3 €. Donc c'est compliqué. Donc on avait déjà cette saisonnalité de l'activité qui n'était pas simple, où l'hiver, il fallait intégrer plein d'intérimaires pour faire plus pendant une période courte, et des gens qu'on ne pouvait pas embaucher parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir ensuite le reste de l'année. Mais en plus, à ça se rajoute une complexité supplémentaire qui est cet état général de plus en plus imprévisible, mais il faut quand même bien répondre parce que les clients, s'ils nous demandent le modèle B plutôt que le A, il faut bien qu'on y arrive, quoi. Ils attendent d'être livrés et c'est tout à fait normal. Donc, comment répondre à ce besoin permanent de reconfigurer notre usine et donc de reconfigurer les savoir-faire. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas reconfigurer, les lignes elles sont comme elles sont. Alors elles ont été conçues du coup pour être ultra modulaires, si vous avez la chance de visiter l'usine de Drancy par exemple, les chaudières sont sur des chariots et en gros un opérateur qui connaîtrait tous les postes de production pourrait faire tourner la ligne tout seul. Donc on pourrait faire tourner la ligne avec une seule personne, ou 2 personnes pour aller 2 fois plus vite, ou 3 personnes, etc. On est dans la vraie vie en équipe complète ou en demi-équipe. Mais déjà, ça donne une certaine flexibilité qu'on n'avait pas à l'époque où on avait encore des tapis roulants, où la chaudière, elle était au premier poste, il y avait un opérateur, il faisait son travail, elle partait sur le tapis roulant, elle allait au 2e poste. Et donc il fallait quelqu'un à tous les postes de la chaîne pour que ça fonctionne, parce que c'était beaucoup plus statique. Beaucoup plus robotisé qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est assez drôle. Mais c'était beaucoup moins flexible. Maintenant, même si on a des chaudières sur des chariots qui peuvent être poussés à la main, etc., la question qui se pose, c'est comment on forme nos collaborateurs pour qu'ils apprennent des postes rapidement sur des chaînes qu'ils ne connaissent pas, parce que finalement, la demande client, elle n'est pas sur la chaîne 1, mais elle est sur la chaîne 2. Et on y répond avec ce projet Ironman. Donc, Ironman, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de réalité mixte. Alors, innovante, ça peut paraître prétentieux, mais parce qu'on n'a pas trouvé de solution du marché qui correspondait à nos besoins. Il y a des solutions du marché qui servent à former des gens avec ce type de casque. Vous appelez un ingénieur méthode, s'il est disponible, il va vous créer un scénario, ça va être votre outil de formation, et puis vous allez la jouer sur le terrain pour former quelqu'un. Sauf que l'ingénieur méthode, il n'est jamais disponible. Et que l'usine, en plus, elle bouge tout le temps. C'est-à-dire que la formation qui est valable un jour, 3 jours plus tard, peut-être que le poste aura été agencé différemment parce que pour des raisons ergonomiques, on aura revu l'emplacement d'un truc et que du coup, l'instruction sera plus bonne. Et si les gens de la production ne peuvent pas modifier les outils de formation, le casque, il va rester dans un placard. Donc il y avait des solutions sur le marché qui existaient, mais il fallait soit des informaticiens, soit des ingénieurs méthodes, enfin des gens qui n'étaient pas de la production, qui avaient des compétences plus IT, entre guillemets, que métier, pour paramétrer le système, et c'était très compliqué. Avec Ironman, on a eu l'ambition de faire une solution avec les laboratoires de Carnot TSN qui nous permettent de créer des instructions par les gens du métier, pour les gens du métier. Donc un chef de ligne, il va pouvoir avec le casque
créer des séquences d'instructions. Vous verrez tout à l'heure des petites vidéos qui présentent ça concrètement. Il va pouvoir à la voix dire prendre la pièce circulateur dans le bac B37. On va mettre une flèche, un hologramme de flèche à l'endroit du bac. Et la personne qui va voir le casque, elle va pouvoir voir cette flèche à l'endroit du bac. Et puis si ce n'est pas suffisant, on peut enregistrer des vidéos. Et pour enregistrer des vidéos, on dit vidéo et stop vidéo, parce qu'il faut quand même commencer et terminer. Et la vidéo, ça va enregistrer les mains de la personne qui travaille, qui peut, en prenant la vidéo, expliquer ce qu'elle est en train de faire. Donc ça va enregistrer une personne qui a le savoir métier, et la personne qui va être formée pourra se le repasser autant qu'il veut. Je fais souvent l'analogie avec le GPS. Vous savez, le GPS, par rapport à l'époque où on avait des cartes et un copilote, un truc qui est super cool, c'est qu'il s'énerve jamais. Alors que le copilote, c'était pas toujours le cas. Si on se trompe de route et puis que le copilote avait dit à gauche, pourquoi tu es allé à droite, qu'est-ce que tu m'as pas écouté, etc. Le GPS, il va recalculer la route et puis au bout d'un moment, il va recalculer un autre itinéraire et ça posera de problème à personne. Ce qui est plutôt serein et c'est très bien. Là, l'idée, c'est que s'il n'y a personne pour montrer le geste et qu'on l'a dans notre système, l'opérateur qui a besoin de le former, peut-être qu'un opérateur aura besoin de le voir 3 fois le geste pour le mémoriser et pour le pratiquer, alors qu'un autre aura besoin de le faire qu'une seule fois. Il peut le faire autant de fois qu'il veut, ça gêne personne. Bon, s'il faut le faire 20 fois, peut-être que le chef d'équipe va venir le voir pour voir s'il n'y a pas un souci, mais au moins, il y a cette autonomie, cette simplicité, à la fois pour créer les instructions par les gens du métier, mais aussi pour les jouer par les opérateurs qui sont formés. Donc l'idée, c'est ça, former nos opérateurs en temps réel. Alors, former en temps réel, ça veut dire que, contrairement à des solutions de réalité virtuelle, où, vous avez tous testé, je pense, vous êtes dans un casque, vous êtes coupé du monde et vous voyez ce qu'il y a dans le casque. Là, si je mets ça, je vous vois, c'est des verres transparents, et donc ça va afficher des hologrammes, donc pensez à Star Wars, je suis la princesse Leia, vous voyez des hologrammes, et en plus vous pouvez interagir avec. Alors vous interagissez pas avec la princesse Leia, vous interagissez avec des boutons qui vont apparaître, et vous les traversez avec l'index pour pouvoir appuyer dessus. Vous pouvez aussi interagir avec des commandes vocales. Donc, vous pouvez travailler avec vos mains, parce que vous voyez vos mains. Vous pouvez travailler avec vos outils, avec une visseuse, un tournevis, un appareil de mesure, etc. À votre poste de travail, directement au milieu de la chaîne de production, ce qui n'était pas possible avec de la réalité virtuelle. Voilà. Donc, former nos opérateurs en temps réel, augmenter la flexibilité de la production, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que ce besoin de pouvoir former les gens en urgence pour répondre à des besoins qui n'étaient pas prévus à l'avance, qui est de plus en plus courant dans le quotidien de nos usines, on peut y répondre avec ce casque-là. Enfin, avec le logiciel Ironman qu'on a développé dans ce casque. Et rendre les opérateurs acteurs des transformations, c'est ce dont je vous parlais avec mes histoires de tablettes tout à l'heure, c'est leur apporter cette aisance de ce nouveau type de solution qui risque de se généraliser demain. Enfin, moi, je suis persuadé qu'elles vont se généraliser demain. Peut-être que j'ai tort, on verra. Mais probablement que ça va généraliser sous une forme ou sous une autre demain. Donc, quelque part, ça leur permet d'anticiper un peu, de commencer à jouer avec des outils que peu de gens ont encore testés aujourd'hui, et s'adapter à ces transformations. Et en plus, globalement, ils sont très fiers de pouvoir participer sur ce genre de solutions parce que, en général, même leurs enfants férus de jeux vidéo, ils n'ont pas l'équivalent à la maison parce qu'un casque comme ça, c'est quand même 3 500 €. Donc, ça limite les velléités de l'avoir dans le salon. Donc, voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a développé ce projet-là. Je vous ai décrit un peu vite fait ce que ça allait faire. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, je parle techno très rapidement. Donc, c'est un casque de réalité mixte. Alors, je vous ai parlé de la réalité virtuelle où on est dans le casque et on voit que ce qu'il y a dans le casque. Ensuite, il y a la réalité augmentée, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez votre smartphone, vous le mettez dans une direction, vous voyez un restaurant qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite, quand vous pointez l'outil digital dans un sens ou dans un autre. Mais il n'y a pas de vraie combinaison des éléments digitaux et des éléments réels. Et là, vous avez la réalité mixte, entre guillemets, où on va intégrer des objets réels dans le quotidien. Par exemple, si j'ai le casque, je peux voir ici, sur le pupitre, un objet que j'aurais placé. Ça peut être une princesse Leia, ça peut être un casque virtuel à côté, ça peut être autre chose, peu importe. Là, le canard qu'on voit sur la photo, on a l'impression qu'il est derrière la vraie table. Il y a une vraie table, et le casque va projeter une image de canard. Il est capable de comprendre qu'il y a une table, de comprendre les formes, de comprendre l'espace, et de placer cet objet virtuel comme s'il avait des propriétés physiques, et de l'inclure dans ce monde réel. Mais au-delà de ça, on va pouvoir aussi jouer avec le canard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec le canard. Je vous parlais tout à l'heure que les opérateurs, ils ont des boutons qu'ils peuvent appuyer. On va placer des objets
virtuels dans l'espace. Évidemment, seul le porteur du casque les verra, mais il pourra aussi les utiliser pour interagir avec. Donc, on peut avoir un modèle 3D d'une pièce à un endroit où il doit prendre une pièce, ça lui permet de vérifier que la pièce qui est dans le bac doit ressembler au modèle 3D. Des choses comme ça, très concrètes. Voilà, un peu, c'est juste sur la partie technique. Alors, donc la réalité mixte, je suis persuadé que demain, ça va changer le monde, beaucoup plus que le smartphone ne l'a fait aujourd'hui. Parce que imaginez si vous avez un casque de réalité mixte que vous portez tout le temps sur vous, sous forme de lunettes, un truc léger, etc., qui ne vous gêne pas. Ça veut dire que vous pouvez rhabiller, en fonction de vos envies, tout le monde qui vous entoure aujourd'hui autour de vous. Par exemple, je suis fan de médiéval, je vous vois tous en armure. Je suis fan du Japon, j'habite à Paris, la pollution, ça me plaît un peu moins. J'ai envie de voir un truc un peu plus exotique pour moi. Je regarde par la fenêtre et je vois le mont Fuji, parce que je trouve ça sympa. Alors, on peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer que Snapchat, le Snapchat de demain, on se voit tous sous la forme d'un hologramme qui est une version un peu différente de nous. Un avatar qui serait notre représentation et qu'on verrait tous la représentation de l'autre, avec les avantages et inconvénients que ça apporte, évidemment. Avec la surprise, si on ne voit plus l'avatar, de voir comment la personne est. C'est peut-être un peu différente. Il y a évidemment des cas d'usage qui sont métiers. J'étais beaucoup sur les usines, mais en face de l'usine de Drancy, il y a l'hôpital Avicenne qui a fait cette première mondiale le 5 décembre 2017, donc ça date déjà un peu. Et ils ont continué, bien évidemment, à faire plein de choses depuis. Et donc, c'était l'installation d'une prothèse d'épaule et qui a été suivie par la personne de droite qui était en Angleterre. Et donc, les casques permettaient de capter tout un tas d'informations, les transmettre aux collègues qui étaient en Angleterre, un autre chirurgien, et d'échanger ensemble, de travailler en collaboration à des centaines de kilomètres de distance. Donc ça, c'est chez nous, à Drancy, avec la première version du casque. Donc voilà, donc Ironman, pour résumer, c'est la conception d'un logiciel de réalité mixte. On utilise des casques du marché, hein, ça, développer ça, c'est des milliards, hein, c'est pas nous. On utilise aujourd'hui ce casque-là, HoloLens 2, qui est le meilleur du marché pour l'instant dans ce domaine-là. Et c'est un projet qui a été planifié sur 3 ans et qui a commencé en septembre 2018. Alors, on me fait signe, il faut que j'avance un peu plus vite. Donc j'ai expliqué un peu tout ça avant, le fait de former les opérateurs en temps réel et de comprendre ce qu'il y a aussi autour comme environnement. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, ce sera le plus intéressant. Donc on a été lauréat d'un appel à projet Grand Défi du numérique de la Direction Générale des Entreprises, la DGE, et financé par BPI France. On a monté un consortium pour faire le projet avec 3 laboratoires IMT, donc de télécom et sociétés numériques, de l'Institut Carnot, et une entreprise spécialisée dans les nouvelles interfaces, Immersion, qui est à Bordeaux, et un de nos fournisseurs, une autre usine que nos 2 usines Bosch, ADECAM, qui fait de la tôlerie. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur la vidéo, s'il vous plaît? Donc il y a 3 outils dans Ironman. Il y en a un premier qui va servir à paramétrer le système. Donc on va prendre un modèle 3D qui correspond à la pièce, et on la prend, et on la met physiquement là où elle doit être, pour faire le lien entre le virtuel et des pièces physiques où l'opérateur va devoir prendre la pièce réellement. Ensuite, on va avoir, alors si vous pouvez la lancer aussi, une fois que le contexte du poste a été défini, on va créer les instructions. Donc créer les instructions, ça veut dire mettre du texte pour chaque étape. Et ensuite, on va pouvoir placer des flèches pour dire à la personne « tu dois regarder à tel endroit ». Et on va pouvoir accompagner ça d'une vidéo ou d'une photo. Pour voilà, faire vraiment. Enfin, l'idée était vraiment de faire simple, et ça paraît facile, mais c'est pas simple d'arriver à faire simple. Ça prend même, il y a tout un cheminement pour arriver à faire des choses qui sont intuitives et extrêmement simples. Mais l'idée, c'était que du coup, n'importe qui puisse séquencer une tâche en instruction, accompagnée de médias, que ce soit des modèles 3D, des flèches pour dire ou regarder où est-ce que ça se passe, et des photos, enregistrement d'un opérateur qui a le savoir-faire pour le transmettre, qui peut être en plus enregistré avec une explication vocale, et puis des photos. Et donc la dernière étape, bah, c'est l'outil que la personne informée utilise, tout simplement, si vous pouvez cliquer. Merci. Donc là, on voit l'interface. On peut utiliser des commandes vocales pour dire suivant pour passer à la tâche suivante, précédent pour revenir en arrière, etc. Et donc bah là, on a un exemple de vidéo. On a des flèches qui lui indiquent où est-ce qu'il faut qu'il prenne la pièce, etc.
Et donc à chaque étape, il va dire suivant pour passer à l'instruction d'après, et ensuite il va pouvoir avoir les aides suivantes pour passer à la suite. Là, il y a une flèche qui lui indique où regarder, qui est rouge parce qu'il ne regardait pas au bon endroit, et ça le ramène là où il y a la suite de son instruction, etc. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que quand je dis que c'est extrêmement simple, c'est qu'on a fait tester ça par plein de gens qui n'étaient pas du tout spécialistes des chaudières, plein de gens qui sont venus nous voir, notamment plein de cadres sup qui ne sont pas très manuels comme moi j'ai 2 pieds gauche à la place des mains, et voilà, ça fonctionne, on a fait faire des bouts de chaudière gratos par plein de gens qui avaient des salaires plutôt élevés, donc c'était pas mal. Comment on a fait ça? Grâce à une équipe de recherche. Donc on a vraiment construit une équipe avec des membres de laboratoire Carnot TSN, 3 laboratoires d'IMT, 5 doctorants, notamment sur la partie acceptabilité physiologique et psychologique. Donc 2 doctorants qui ont été à IMT Atlantique, un chez Thierry Duval dans le laboratoire LabStick sur tout ce qui est interaction, et là c'était la modélisation des postes. Un chez Jean-Louis de Beaugrenet dans le laboratoire d'optique pour l'acceptabilité physiologique et psychologique, parce que quand on introduit une nouvelle technologie comme ça sur laquelle on a quand même très peu de recul, l'idée c'est pas de créer les maladies professionnelles de demain. Donc on a commencé par se dire, d'abord on met un temps limite d'une demi-heure, arbitraire, que j'ai choisi comme ça, parce que je me suis dit on ménage les risques potentiels, et on a mis notre doctorante Mathilde sur tout un tas de tests pour voir quels étaient les risques, et ensuite voir si cette technologie pouvait être un levier d'attractivité et d'agrément dans l'usage de ces solutions-là, et de valorisation de l'opérateur. Et puis, 3 doctorants à Télécom Sud Paris, dans le laboratoire Artemis, avec Marius Preda. Donc là, il y a eu une thèse sur la modélisation de l'instruction elle-même, une thèse sur comment on simplifie les modèles 3D pour pouvoir les utiliser dans un casque comme ça, parce que nous, on a des modèles 3D, on conçoit des chaudières, mais les modèles sont les plus détaillés possibles pour être le plus réaliste possible. Et là, on a besoin de modèles qui soient vraiment adaptés à un usage mobile, qui se charge vite par rapport à des usages spécifiques de la réalité augmentée. Donc on a fait une thèse sur ce sujet-là, parce que la 3D est quand même une matière première utile. Et puis une thèse aussi pour plus sur la partie intelligence artificielle, développer des algorithmes, mais on est encore dessus pour encore 2 ans, sur comment faire en sorte que quand on regarde une chaudière, que le casque et que le logiciel comprennent qu'on est devant une chaudière, et que du coup, ils puissent passer par exemple à l'instruction suivante. Parce que si l'opérateur doit dire suivant ou appuyer sur un bouton, c'est une charge cognitive supplémentaire. Il est là pour construire une chaudière et pas parler à un logiciel. Donc si on peut éviter de cliquer sur des boutons, fois 100 000 chaudières, c'est du temps, c'est de la charge cognitive, c'est des erreurs qu'on évite, etc. Donc l'idée, c'est d'éviter ce genre de choses qui ne sont pas forcément utiles, qui ne créent pas de valeur, grâce à du machine learning et à des mécanismes d'apprentissage. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup.